Blog Talk Radio. Je reste un seul en ombre ou en solo. Comme la mort sur la vie, j'aurai toujours le dernier mot. Si tu me dis oui, je te dirai non avec le sourire. Si tu veux que je baisse les yeux, tu peux toujours courir, plutôt mourir de ma dignité. Les vautours pourront se nourrir. J'ai l'assurance de Malcolm, le charisme de Khalid, la persuasion de Kémy, ceux qui le savent le valident. Je te regarde droit dans les yeux si tu le fais de travers. Toujours prêt pour un bras de fer, j'ai déjà mon coude sur la table. Une chose à ne pas faire, tout de ce dont je suis capable. Je suis le seul parmi des milliards. Je suis. La famille. Afro Solon en mode paludisme today, je vous le dis. Afro Solon avec Kémy plus que jamais niqué de tous les os, de toutes les articulations. Je peux pas vous le cacher, hein. J'ai chopé le palu depuis 3 jours exactement, enfin depuis lundi. Je suis complètement défoncé, mais je me disais que symboliquement parlant, il était aussi intéressant, important pour tous les frères et sœurs ou amis de couleur, quelle que soit leur couleur d'ailleurs, ou de douleur, qu'ils puissent comprendre que la prise de conscience, la connaissance de soi n'a pas d'arrêt maladie. Je ne serai pas là longtemps parce que de toute façon, vu la température que j'ai, c'est même pas possible de pouvoir rester extrêmement longtemps, ça m'a été déconseillé, mais je me suis dit que j'allais venir quand même, d'accord, pour passer la paix à tout le monde, pour lancer l'émission comme à notre habitude. Comme on dit, hein, le combat ne prend pas de pause parce que l'oligarchie de son côté, elle, n'en prend pas non plus. Mais voilà, le paludisme, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un moustique qui vous pique, et à partir du moment où il vous pique, après, il y a un tas de saletés qui rentrent dans votre organisme, et ça peut provoquer des situations assez graves, même mortelles dans certains cas, si elles ne sont pas traitées à temps. Donc voilà, on a pris les médocs qu'il fallait, j'ai pris les médocs qu'il fallait, mais j'arrive même pas à marcher, donc je m'excuse, j'en profite aussi de la radio pour m'excuser auprès de tous les rendez-vous que j'avais cette semaine. J'en avais pas mal, dans la même suite logique que la semaine dernière, d'accord, sur Skype ou autre, avec tous les frères et toutes les sœurs qui voulaient s'entretenir avec moi pour différents sujets. J'en profite, parce que j'ai même pas eu le temps de répondre aux mails cette semaine. J'en profite donc pour vous passer la paix à tous. Laissez-moi, s'il vous plaît, encore quelques jours. Je suis vraiment défoncé encore. On n'est pas lundi, parce que lundi c'était vraiment un Armageddon. J'arrivais même plus quasiment à parler, j'arrivais plus à bouger. Là, ça va un petit peu mieux, mais je vous le dis, je suis Stone, comme Stone et Chardin, comprenne qui pourra. En tout cas, on va donc lancer rapidement les sponsors. Vous les trouvez sur le site kemi-c'est-pas.com. Les sponsors se portent mieux que moi, certainement. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils paieront pour qu'on puisse prendre nos médicaments. Non, je rigole, évidemment. C'est pas que là-dessus qu'on s'appuie pour ça, heureusement. Mais donc voilà, on passe la place ces derniers. Vous retrouvez les sponsors dans la rubrique sponsor de kemi-c'est-pas.com, la case Afro Solon Radio. Et donc ce soir, émission spéciale Robert Mugabe. C'était le sujet qu'on devait normalement traiter à la fin de l'émission de la semaine dernière avec un certain Mandjap, beau gosse, beau mec, tête d'olmec, Camer, lion indomptable, lion qui n'est pas édenté. Si vous cherchez à l'embêter, il risque de vous croquer. À vous de vérifier si mes propos sont de la mythomanie, relèvent de la mythomanie ou de constatation avérée. Donc voilà, et ensuite vous aurez évidemment le tourisme de la famine avec Olfa. Voilà, les choses sont dites. En attendant, je passe la paix à Sabinouche, la madrée de l'émission, et je lance, si vous le permettez, Soura qui prend le relais, et je vais me réinstaller là où j'étais le mieux, en l'occurrence sur mon plumard. Faut que je récupère là, parce que je vous dis, ce genre de maladie en Afrique, si vous ne prêtez pas attention, vous pouvez laisser votre vie. Paix à vous tous, la famille. Comme je vous le dis, le combat ne prend pas d'arrêt maladie, d'où ma présence ce soir. C'est parti, Soura Kandi, à toi de jouer. Cher ami, l'homme fort, PPDA, pur produit d'Afrique. À plus tard, la MIF. Bonne émission. Et n'oubliez pas la sortie du livre, évidemment. C'est la grosse nouvelle. 19 avril 2013. On s'est dépêché, on a tout fait pour que vous puissiez être fiers de nous. Et donc, vous avez toutes les informations sur notre page fan. Soutenons Kémy Seba pour la sortie du bouquin. Vous en aurez d'autres dans les jours qui vont suivre, évidemment. Sora, à toi de jouer, la famille. Ouais, bonsoir Kémy, c'est Sabrina. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices d'Afro Insolent. On va déjà lancer un premier son en attendant justement que Soura arrive.
Ok, il n'y a pas de problème, Soussou. PPDA n'est pas à l'heure. J'espère qu'il n'a pas eu de graves problèmes. On commence rapidement et on revient après avec la Dream Team, l'équipe de choc. Désolé, hein, ce soir mon débit n'est pas un débit rock'n'roll, n'est pas un débit afro-dissident, mais je suis vraiment défoncé. Voilà. Allez, à plus tard, la MIF. Allez, repose-toi bien, à plus tard. Merci, à plus tard. Yeah. Fuck it, man. Fuck it. Gotta show these niggas how it's done. What do you think, Kate? By design, I'm a thug. It's up in my blood. Make your face bubble, cut 'em up like a rug. When it comes to a bitch, she gotta ride like dubs. One who won't crack when I'm hitting those bumps. And as I stash the thing, know I gotta protect my respect and bling bling. And niggas wanna wild off the ping, down with some slugs, y'all high, I'll bring. So fall back, maintain. I know you don't wanna lose part of that brain. Same type of shit with Kennedy got slain, but you's a coward and it won't be shit in your name. No airport, schools, or streets. That's a long kiss goodnight and lower body heat. You know these slugs in sync with your movement. And in addition, anybody that you cool with. You know what I'm saying? Let's do it, man. Try to tell these niggas from day one. Niggas ain't wanna listen. Ain't take heed, so your man had to get hit. Just like that, take that. You see us, we young old timers. Check out our day music. You know we built you niggas, shaped you niggas. Similar to how I shape my bitches, it's just natural. We rub off on people like that. We can't help but to excel and blow like coke. You couldn't handle the drama, you niggas is jokes. Like you got immunity from these slugs that blow. Get real, get you a gun and call your folks. You better keep 911 on speed dial, nigga. Be the real 411 on P, nigga. I'm gangster. I body something, try me out. It'll change your whole world, shatter your whole world. And I got so much love to give, but it's war with the other families. Fuck it, time to execute niggas, dispose of that nigga. I bury that cockroach and settle that difference, yeah. And that's simply how we lay it down, you know what I'm saying? For all my gangsters and my gangstresses, you know what I'm saying? All my niggas and all my bitches, yeah, y'all absorb this shit. That's right, nigga. Yo, M.O.B. Be that click, we that shit. We mob on you niggas, you dead that quick. Parade on you niggas, you not that big. I stop your glory and pop that kid. We come through back-to-back vanquishes. Jet black with the neon lights behind the rims. Plus, the Derringers got the beams on it. Cause we that exclusive, you niggas get slaughtered. Afro-insolente, frères, sœurs et auditeurs de Afro-insolent géopolitique, bonsoir. Manjat Nyobe, le condamné au panafricanisme à perpétuité. El Loco est là ce soir pour vous parler de Robert Mugabe. Après ce bon petit son de Mobb Deep, ça fait toujours plaisir de les entendre, ce groupe afro-américain de rap qu'on aime tous beaucoup, enfin les gens de notre génération. Et aussi après l'intro du frère Kémy qui est malade ce soir, qui a voulu et qui est passé nous vous faire un petit coucou, une petite intro. C'était gentil de sa part, mon frère au tep. Soigne-toi bien, un peu de cachet et surtout reviens-nous vite. Frères et sœurs, déjà la semaine dernière, nous devions parler de Robert Mugabe. Le petit Robert, le grand Robert, le dictateur, le cannibale, le mangeur d'hommes, l'homme qui fait trembler l'Occident, le gars qui massacre son peuple. En fait, c'est comme ça qu'on nous le présente.
mais Manjat Nyobe a essayé de vous dresser un portrait au vitriol du frère Robert Mugabe. Allons-y ensemble, frères et sœurs. Vous savez que Robert Mugabe, qui depuis des années fait grincer les dents, pour ne pas dire plus, l'oligarchie mondialiste. Alors d'abord, je vais donner son vrai nom. C'est Robert Gabriel Mugabe, président de la République du Zimbabwe. Il est de cette race d'hommes qui refuse l'impérialisme occidental. Il est de ceux que l'oligarchie qualifie de dictateurs. On sait bien que quand l'oligarchie vous qualifie de dictateur, frères et sœurs, c'est presque comme si on vous donnait une médaille d'honneur de bonne gouvernance. On connaît leur délire. Et oui, frères et sœurs, ces gens qui règnent sur les pires dictatures en Occident ont perdu toute crédibilité à nos yeux quand ils prononcent ce mot à l'encontre de certains de nos dirigeants. Robert Gabriel Karigamombe Mugabe, voilà son nom complet, est bel et bien de cette classe d'hommes qu'on peut aisément définir comme anticolonialiste, anti-impérialiste et bien sûr contre l'oligarchie mondialiste. Frères et sœurs, ce soir on brosse un portrait, comme je vous l'ai dit, au vitriol d'un des derniers présidents sur le continent qui résiste. Robert Mugabe naît le 21 février 1924 en Rhodésie du Sud. Fils d'un immigré du Nyasaland, il grandit à la mission catholique jésuite de Kutama au nord-est de la capitale Salisbury. Son père a quitté très tôt le foyer familial, alors qu'il n'a que 10 ans. Robert Mugabe est élevé par sa mère, dont il est très proche. C'est un enfant solitaire, il s'intéresse très tôt à la lecture et aux études. Il est issu de l'ethnie majoritaire des Shona. Je voudrais préciser d'abord, frères et sœurs, avant de poursuivre, l'histoire de la Rhodésie du Sud. C'est une ancienne colonie anglaise située en Afrique australe, entourée par le Botswana avant s'appelait le Bechuanaland, par la Rhodésie du Nord, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de la Zambie, par la Mozambique et par l'Afrique du Sud. La langue officielle était l'anglais et la monnaie locale était la livre rhodésienne, remplacée par le dollar rhodésien après que la Rhodésie du Sud fut autoproclamée indépendante sous le nom de Rhodésie en novembre 1965. Sa population était très majoritairement noire, 90 à 95%, bien que le gouvernement de la colonie ait toujours été dominé par la minorité blanche d'origine britannique ou sud-africaine. Eux, ils étaient à peu près 5 à 10% de la population au total. Donc, il faut bien retenir, frères et sœurs, pour cette première chose, qu'à l'époque, 5% de blancs régnaient sur 95% de noirs. Un passé colonial comme celui-ci a sûrement forgé le caractère du petit Robert, si je pourrais l'appeler ainsi. Le pays rompit ses derniers liens avec la Grande-Bretagne en 1970 pour devenir une république. Il prit le nom officiel de République de Rhodésie en décembre 1979, ça c'est une date cruciale pour le pays. Ils ont pour la première fois un gouvernement à majorité noire. Enfin, en 1980, le pays est rebaptisé Zimbabwe lors de la nouvelle proclamation d'indépendance du pays. Pour Robert Mugabe, frères et sœurs, lui, il se lance dans les études et plutôt brillamment. Diplômé en enseignement à l'âge de 17 ans, il rejoint l'université de Fort Hare en Afrique du Sud pour y étudier l'anglais et l'histoire. Il faut savoir que là-bas, il y côtoie Julius Nyerere, Herbert Chitepo, Robert Sobukwe et Kenneth Koda. Il est diplômé en 1951, puis poursuit ses études à Dryfontein en 1952, à Salisbury en 1953, à Gwelo en 1954 et au Tanganyika entre 55 et 57. Il poursuit alors brillamment son cursus en obtenant par correspondance une licence en enseignement à l'Université d'Afrique du Sud et une licence d'économie à Londres. Donc on peut déjà dire que le frère Robert Mugabe est déjà quelqu'un qui est très érudit au niveau de l'éducation. Il enseigne ensuite, frères et sœurs, pendant 3 ans à Lusaka, puis à Accra au Ghana, première colonie d'Afrique ayant accédé à l'indépendance. Et je pense que son choix n'était pas anodin. En tout, Robert Mugabe peut se prévaloir de 7 diplômes académiques. Il aura aussi cette phrase célèbre où il précise qu'il est aussi diplômé en violence. T'as qu'un Robert, Faut savoir, frères et sœurs, que son parcours politique commence en 1960 où il revient en Rhodésie du Sud. Entre-temps, il a adopté une idéologie marxiste
et se déclare, donc là c'est lui qui parle, il dit qu'il est marxiste, léniniste, maoïste, et à ce moment-là, il rejoint Joshua Nkomo au Parti national démocratique qui devient par la suite Zimbabwe African People Union, qui est immédiatement interdit par le gouvernement blanc de Ian Smith, qui était Premier ministre à l'époque. Ah, ça fallait s'y attendre, hein, avec ces gouvernements blancs coloniaux, ils avaient la spécialité d'interdire tout mouvement politique visant à l'émancipation des peuples noirs autochtones. On connaît ça par cœur, hein, ils l'ont fait partout à travers le continent. Robert Mugabe, donc, n'échappe pas à la règle, ni son parti qu'il vient de rejoindre. En 1963, il crée alors son propre parti, le Zimbabwe African National Union, plus communément connu sous le nom de ZANU. En 1964, il est arrêté avec d'autres chefs de file nationalistes et jeté en prison pendant 10 ans, au camp de restriction de Gonakunzingwa. Excusez-moi pour la prononciation. Ça se trouve entre la Rhodésie dans la frontière de la Rhodésie du Sud et de la Mozambique. Pendant son incarcération, figurez-vous, frères et sœurs, qu'il en profite pour étudier le droit et consolider son influence sur le mouvement nationaliste. En 1966, il perd son fils mais se voit refuser une permission pour l'enterrement, ce qui attise sa haine du régime. Relâché en 1974 sous les pressions de John Vorster, le premier ministre d'Afrique du Sud à l'époque. En fait, ce qui se passait, c'est que le premier ministre d'Afrique du Sud à l'époque, John Vorster, il cherchait des interlocuteurs plus modérés à Ian Smith. Donc c'est pour ça qu'il a fait libérer Robert Mugabe, c'était uniquement pour ça, hein. Pas parce qu'il adorait Mugabe. On les connaît, les Babtou, ça c'est leur spécialité. Il quitte alors la Rhodésie pour la Mozambique où il prend la direction de la branche militaire de la ZANU qui s'appelle la ZANLA, c'est la Zimbabwe African National Liberation Army. Donc la branche armée de son parti, il en prend la tête pour mener la guérilla contre le gouvernement de Ian Smith. Frères et sœurs, il faut bien retenir que Robert Mugabe prend la tête d'une guérilla armée, non pas pour attaquer les populations, comme le font si bien les dirigeants nègres de maison, mais pour en finir avec un gouvernement blanc qui règne sur 95% de noirs depuis la colonisation, alors qu'ils ne sont que 5% dans le pays, où d'ailleurs ils n'ont rien à y faire, hein, je me répète. Robert Mugabe prend à l'époque la tête donc d'un réel mouvement d'indépendance totale. Et ça, les Occidentaux ne vous le préciseront jamais, préférant s'attarder sur la violence dictatoriale de Mugabe en occultant soigneusement les conditions de vie des Noirs zimbabwéens dominés et opprimés par un gouvernement blanc dans un pays à majorité noire. Illégitime donc, je vais le répéter beaucoup ça. Le 18 mars 1975, Hermes Chitepo est assassiné en Zambie dans un attentat à la voiture piégée. Alors, il faut savoir que Robert Mugabe, à ce moment-là, prend le contrôle du parti, tandis que le révérend, qui était aussi dans le parti, lui, le révérend, il s'appelait Ndagbaningi Sitole, il renonce au combat armé et crée un parti politique modéré. Ce parti, il s'appelle l'Union nationale africaine du Zimbabwe. Le 3 mars 1978, sentant le vent souffler, le gouvernement blanc de Ian Smith signe des accords avec les dirigeants noirs modérés, comme Abel Muzorewa et le révérend dont je viens de vous parler. Et ces accords aboutissent au principe d'élection multiraciale et à la fin de la domination blanche. Alors ce qui se passe, frères et sœurs, c'est que les premières élections d'avril 1979 sont remportées par un parti nommé l'UANC. Il est dirigé par un certain Kanan Banana et donc Abel Muzorewa. Mais le problème, c'est que l'UANC était le seul parti noir ayant renoncé à la violence. Il fut donc le seul autorisé à concourir. En gros, un gouvernement noir choisi par des blancs. On connaît ça partout. Comprenez-moi bien, frères et sœurs, je dis pas qu'il faut à tout prix prendre les armes comme Mugabe l'a fait, mais je pose la question. Quand vous êtes dominé depuis des siècles sur vos terres par des gens qui nient votre humanité, qui prennent les décisions pour vous, chez vous, et qui vous volent vos terres tout en vous empêchant d'accéder au droit de vote, quelle solution vous reste-t-il ? En décembre 1979, les accords de Lancaster House, signés à la fin du mois, aboutissent à un accord général dont l'octroi de garanties économiques et politiques pour la minorité blanche et des élections multiraciales prévues pour février 1980.
Le 4 mars 1980, la ZANU, parti de Robert Mugabe, emporte 57 des 80 sièges réservés aux Noirs, alors que les 20 sièges du collège électoral blanc sont tous remportés par le Front rhodésien de Ian Smith. Le 18 avril 1980, c'est la consécration pour Robert Mugabe qui devient Premier ministre du nouvel État du Zimbabwe. En 1983, il y a une guerre civile qui éclate dans la province du Matabeleland. Mugabe y déploie sa 5e brigade et une force spéciale l'a informé en Corée. La répression fait près de 10 000 morts selon les sources, à vérifier. En 1987, un accord de paix est signé mettant fin à la guerre civile. C'est également cette année-là, que enfin, pourrait-on dire, le collège électoral blanc et leur représentant de 20 députés est arrêté, ce qui signifie, frères et sœurs, la fin du rôle politique des blancs dans le pays. C'est aussi l'année 1987 donc où Robert Mugabe prend le pouvoir définitivement en abolissant le poste de Premier ministre. En 1990, il est officiellement élu président de la République du Zimbabwe et voit son rêve d'émancipation du colonialisme blanc enfin réalisé. Mes frères et sœurs, ce qui va réellement diaboliser Mugabe aux yeux de la communauté internationale est la fameuse réforme agraire. Faut savoir, frères et sœurs, que quand Robert Mugabe arrive au pouvoir, 70% des terres arables appartenaient à 4000 fermiers blancs. Vous entendez ça? Je répète, 4000 fermiers blancs possédaient 70% des terres arabes dans un pays africain à majorité de noirs. Alors au début, Robert Mugabe, il a voulu être tranquille, il a été consensuel, il avait promis ou plutôt rassuré les fermiers blancs de toute expropriation forcée et donc quelques milliers d'hectares avaient été redistribués pacifiquement. Donc au début, il a joué tranquille, il a dit vous inquiétez pas les Caucasiens, vous pouvez toujours rester là pour l'instant, même si j'ai pris le pouvoir, on reprend les terres pacifiquement. En fait, et là c'est un comble, l'expropriation des terres des fermiers blancs devait se faire par une compensation financière par la Grande-Bretagne. Ça c'était ce qui était écrit dans les faux accords de Lancaster House, ces accords à la con, qui avaient tout simplement dit que pour rendre pour rendre les terres aux Zimbabwéens, il fallait une compensation financière. C'était un des volets de ces faux accords qui avait été signé avec Margaret Thatcher. Vous irez vous intéresser par Margaret Thatcher qui était surnommée la Dame de Fer aux États-Unis et qui avait laissé crever 2-3 Irlandais qui faisaient la grève de la faim pour la libération de l'Irlande. Est-ce que c'est la bonne personne pour aller signer des accords pour une libération d'un pays? Donc les accords de Lancaster House qui concernaient le Zimbabwe étaient un torchon et en aucun cas n'allaient emmener à la libération des Noirs. Je poursuis. En début 2000, Robert Mugabe soumet à la population une nouvelle constitution incorporant une réforme agraire avec des expropriations sans compensation et surtout une amnistie permanente aux militaires et aux membres du gouvernement. Sauf que surprise, et là frères et sœurs, c'est là où on va voir le premier désaveu pour Robert Mugabe, le 11 février 2000, ce projet de nouvelle constitution soumis à référendum est rejeté par 54% des électeurs, manifestant pour la première fois leur défiance envers le vieux dirigeant. Mais si on analyse bien ce refus, frères et sœurs, c'était certainement pas contre l'expropriation des fermiers blancs. En fait, c'est surtout pour l'amnistie permanente des militaires et membres du gouvernement. C'est surtout pour ça qu'une partie du peuple a rejeté le projet de loi. Sauf que Robert, il n'entendait pas de cette oreille. Il passa outre ce vote et imposa sa réforme agraire en recourant à des milices qui expulsèrent la plupart des fermiers blancs, dont une dizaine d'ailleurs furent assassinés pendant les expropriations. La communauté internationale fut scandalisée, enfin, la communauté internationale, ou plutôt les suprémacistes blancs occidentaux, choqués de voir des gens de leur communauté expulsés avec une telle brutalité, surtout pour rendre des terres à des Noirs. Oh les pauvres petits caucasiens! Ont-ils oublié comment, à l'époque de la colonisation, ils ont pu s'octroyer illégitimement ces terres au détriment de la population noire autochtone?
est-ce qu'eux-mêmes n'avaient pas pris ces terres par la force, la violence et les exactions sur les Noirs zimbabwéens? Tout d'un coup, ils ont eu la mémoire courte, hein, manque de bol pour eux. Mugabe s'est chargé de leur rappeler leur histoire coloniale en jouant le disque à l'envers avec un meilleur son de cloche pour les afro-descendants zimbabwéens. Frères et sœurs, ne vous méprenez pas. Je ne ferai jamais l'apologie de la violence. Mais face à des gens qui ne comprennent que la force, car c'est leur rapport au monde et que c'est viscéral chez eux, vous êtes à un moment donné obligés d'utiliser les mêmes armes qu'eux, malheureusement. La réforme agraire de Robert Mugabe, frères et sœurs, était un moyen de redonner les terres à la majorité des Noirs du Zimbabwe et de réparer les injustices coloniales. Cette mesure était le fil conducteur de la politique de Mugabe et ça a permis d'ajouter à sa stature non seulement au Zimbabwe, mais sans doute aussi dans tout le reste de l'Afrique. D'ailleurs, c'était le point de vue de l'ambassade des États-Unis. Ils ont fait une enquête, c'est une enquête je crois qui avait été réalisée par l'Institut d'opinion publique, qui a révélé que finalement, la plupart des Zimbabwéens ont soutenu au final la réforme agraire. Frères et sœurs, à l'heure où dans certains pays de notre continent, les terres sont spoliées à nous, populations africaines, il est bon de se souvenir et de garder en mémoire qu'un président africain toujours en exercice aujourd'hui, avec ses défauts, hein, bien sûr, il en a, Robert, des défauts, il n'en reste pas moins que ce président, Robert Mugabe, a fait ce que très peu de nos dirigeants sont capables de faire, c'est-à-dire redonner les terres à son peuple noir volé à l'époque par le système colonial blanc. Rien que pour ça, frères et sœurs, Robert Gabriel Karigamombe Mugabe mérite le respect et pour ma part a clashé chez les dirigeants et leaders anti-impérialistes et colonialistes et luttant contre l'oligarchie mondialiste. C'est aussi cette chronique, frères et sœurs, pour tous ces afrodescendants si prompts à chercher dans le monde moderne et de nos jours un homme qui résiste dans les autres communautés. Je peux prendre comme exemple Ahmadinejad, hein, qu'on respecte beaucoup ici, et bien sûr Chavez, qu'on respecte, paix à son âme. Sachez, frères et sœurs, qu'à son niveau et malgré ses défauts, vous pouvez accorder un respect à un afrodescendant de votre communauté, Robert Mugabe. C'était Manjat Nyobe, le condamné au panafricanisme à perpétuité, et encore qui vous faisait sa présentation de Robert Mugabe. À toi, mon frère Soura. Ok, merci Manjap, effectivement, des plus éloquents et des plus précis. On te remercie pour cette chronique sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure. Ne serait-ce que 2-3 questions. Ouais, je vais me permettre même de te poser la question rapidement tout de suite maintenant, si tu me permets, vite fait. Tu l'as vu venir voir le pape quand même, Mugabe ? Oui, je l'ai vu venir voir le pape, mais après, est-ce qu'on s'arrête est-ce que tu dois t'arrêter à venir voir le pape ou au fait qu'il ait récupéré les terres il a récupéré les terres qui avaient injustement été volées à l'époque coloniale. En réalité, je trouve que nous, afrodescendants, on s'arrête trop sur des détails. Le fait qu'il ait été voir le pape, c'est pas quelque chose qu'on défend. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il avait des défauts. Sauf que la chose les plus importante qu'il ait fait dans les actes, c'est bien d'avoir repris une indépendance totale dans le Zimbabwe. Et moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et bien évidemment, dans son parcours, il va faire des choses que je ne cautionnerai pas, mais exactement comme Chavez en a fait, exactement comme Ahmadinejad peut en faire, exactement comme Thomas Sankara a pu en faire. Dans nos dirigeants, on fait toujours des erreurs. Moi, je regarde le fil conducteur de sa politique. Et le fil conducteur de la politique de Robert Mugabe est une indépendance totale envers les oligarques blancs. Voilà la réponse, mon frère. Très bien. Je te remercie pour ta réponse, mon frère. Sans aucune espèce de transition, on va enchaîner tout de suite sur les Pan-African News, comme vous l'avez compris, chers auditeurs et chères auditrices, chers Quinfri, chers Quinfren, chers Refrais, chers Refresses. Nous voilà pour les Pan-African News. Alors, Mali. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, avant même de commencer par le Mali, c'est de vous faire un petit voyage, un petit topo, un petit état des lieux du côté des otages français. Donc, c'est les Pan-African News spécial otages français en Afrique. Hein, il y en a qui connaissent un certain degré de tourisme, hein, chacun son délire. Voilà les otages français en tourisme en Afrique. Alors, Mali, Philippe Verdon,
un Français enlevé en novembre 2011 dans le nord du Mali, aurait été exécuté en réponse à la guerre menée par la France au Mali, aurait apparemment affirmé un homme qui serait porte-parole d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ce qu'on appelle AQMI. Cette information a été sortie par l'agence Nouakchott Information, cette agence d'information, cette fameuse agence d'information mauritanienne dont on entend si souvent parler ces derniers temps, bizarrement. Cette agence donc privée a cité mardi soir sur un dénommé Al-Kawarani, présenté comme un porte-parole d'AQMI, qui a affirmé que Philippe Verdon, qualifié d'espion, a été exécuté le 10 mars en réponse à l'intervention de la France dans le nord du Mali. Le président français François Hollande est responsable de la vie des autres otages français, a-t-il menacé. Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Philippe Lalliot, a déclaré à l'AFP « Nous vérifions, nous n'en savons pas plus pour le moment ». Interrogé encore une fois par l'AFP, l'Élysée n'a pas confirmé la mort de l'otage. L'interlocuteur de l'agence ANI s'est par ailleurs refusé à confirmer ou infirmer la mort annoncée début mars par le Tchad d'un des principaux chefs d'AQMI, l'Algérien Abdelhamid Abou Zaïd, mort jugé probable par Paris, et d'un autre responsable islamiste, Mokhtar Belmokhtar, ou Eke Borgne, le dealer de drogue et de cartouches de Marlboro. Ces deux décès n'ont pas été confirmés jusque-là. Dans la nuit du 24 novembre 2011, Philippe Verdon et Serge Lazarevitch avaient été enlevés dans leur hôtel à Ambori, dans le nord-est du Mali. Ils étaient en voyage d'affaires pour un projet de cimenterie, selon leurs proches, qui ont démenti tout lien avec des mercenaires ou des services secrets. AQMI avait rapidement revendiqué l'enlèvement et publié leurs photos. Le 10 août 2012, Philippe Verdon parlait, ouvrez les guillemets, de conditions de vie difficiles dans une vidéo diffusée par le site mauritanien Sahara Media. L'armée française est engagée depuis le 11 janvier, comme vous le savez, dans une opération militaire d'aide au Mali, pour préserver la démocratie au Mali, en appui avec l'armée malienne contre les groupes islamistes armés, dont AQMI, qui occupait le nord malien depuis l'an dernier. Les troupes franco-africaines ont rapidement repris les grandes villes de la zone et les combats se concentrent désormais dans l'extrême nord-est, dans le fameux massif des Ifoghas, comme vous en avez entendu parler, entre soldats français et tchadiens d'un côté et djihadistes de l'autre. Cette guerre a reposé avec une nouvelle acuité la question du sort des otages français au Sahel. Et les familles ont de plus en plus exprimé leur inquiétude ces dernières semaines. On arrive à la fin de l'opération des Ifoghas, on n'a pas entendu parler des otages, on ne nous dit rien. Côté français, on ne nous dit rien. Les djihadistes ne parlent pas non plus. C'est dire que nous sommes dans un brouillard total et c'est insupportable à vivre, à regretter, et on le comprend. Jean-Pierre Verdon, le père de Philippe Verdon, s'exprimant plus tôt ce mardi sur une radio française, en l'occurrence RTL. Nous n'avons aucune information au sujet d'éventuelles négociations, a insisté encore M. Verdon, alors que c'est le vœu de chacune des familles qui se trouvent dans cette situation. Interrogé sur la décision de Paris de ne pas payer des rançons officiellement aux preneurs d'otages, M. Verdon a répondu que les familles n'avaient pas le choix face aux décisions de l'État. Selon l'épouse d'un otage français cité par le quotidien Le Monde, la présidence française refuse désormais de verser des rançons des organisations contre lesquelles elle est en guerre. 15 Français, y compris Philippe Verdon, dont le décès reste à confirmer, sont otages dans le monde, tous en Afrique, comme par hasard, comme par de hasard. Ce qui fait que la France est le pays au plus grand nombre de ressortissants enlevés devant les États-Unis. Philippe Verdon fait partie des 6 Français dont les rapts ont été revendiqués par AQMI. D'accord ? Alors, prochaine nouvelle de nos chers, comment on va les appeler ? Compatriotes ? Non, de nos chers Français retenus en otage, nous ne tiendrons pas longtemps. Dit un second enregistrement de la famille française enlevée au Cameroun qui a été diffusé par les ravisseurs. Le père apparaît fatigué et alarmiste. Les 7 otages français retenus au Nigeria seraient toujours vivants. Un nouveau message de la famille, 3 adultes et 4 enfants, enlevés dans le nord du Cameroun le 19 février par un groupe se réclamant, encore une fois un autre groupe, de Boko Haram, a été envoyé à plusieurs journalistes nigérians. Un homme qui se présente comme Tanguy Moulin-Fournier est apparu dans une nouvelle vidéo. Il s'agit du 2e enregistrement depuis l'enlèvement de la famille entre la frontière nigériane
et camerounaise. Fatigué, le père rappelle que sa famille est détenue par la secte islamiste radicale Boko Haram qui réclame la libération de tous ses membres, en particulier les femmes et les enfants prisonniers au Nigeria et au Cameroun. Le père de famille décrit plus longtemps leurs conditions de détention. Il dit « Nous sommes détenus depuis 25 jours dans un endroit désertique. Nos conditions de vie sont très dures, notamment pour les enfants. » Et ça, on l'imagine très bien. « Nous perdons nos forces chaque jour et commençons à être malades. Nous ne tiendrons pas longtemps. » L'otage français envoie également un message au président camerounais Paul Biya. « Ils nous libéreront si vous libérez les hommes qui ont été arrêtés au Cameroun. » Cette seconde vidéo survient à un moment où le président français dit vouloir changer de stratégie concernant les otages. Depuis la mi-janvier, le chef de l'État fait savoir à l'ensemble des familles des citoyens français retenus dans le monde que la France ne paiera plus un franc. Avant de poursuivre, depuis 25 ans, la politique française consistait à refuser officiellement toute négociation avec les ravisseurs. Dans les faits, des rançons ont été régulièrement versées. Désormais, l'État refusera toute transaction financière. Les ravisseurs de la famille française enlevés le 19 février les Moulins Fournier, au nord du Cameroun, et probablement retenus au Nigeria, ont prévenu que la force ne servirait pas à les libérer dans une nouvelle vidéo diffusée jeudi par la chaîne française d'information iTélé. Ils disent, Boko Haram, nous sommes fiers d'affirmer que nous retenons les 7 otages. Affirme à visage découvert un homme à la droite de l'écran, un fusil d'assaut à la main, tandis que les 7 membres de la famille, dont 4 enfants, apparaissent visage flouté à gauche de l'écran dans une vidéo que l'AFP a également pu visionner et ce dont l'enregistrement audio a été diffusé lundi. Nous affirmons, dit encore cet homme, au monde que nous ne libérons pas les otages français tant que les membres de nos familles sont emprisonnés au Nigeria et au Cameroun. La force ne servira pas à les libérer. Nous sommes prêts à nous défendre avec la force, a ajouté le ravisseur en lisant une courte déclaration selon la traduction proposée par la chaîne française. Nous les retenons parce que les autorités nigérianes et camerounaises ont arrêté des membres de nos familles qui les brutalisent et que nous ne savons rien de leurs conditions d'emprisonnement. Selon son ravisseur présenté comme étant le chef de Boko Haram, groupe islamiste radical nigérian, Aboubakar Shekau, l'homme qui apparaît sur cette vidéo, ressemble à celui présenté précédemment comme étant Shekau, C-H-E-K-A-U. La police nigériane avait annoncé que Shekau, Aboubakar Shekau, a été tué en 2009, encore un mort-vivant. Boko Haram est tenu pour responsable de la mort de centaines de personnes dans le nord et dans le centre du Nigeria, mais n'avait jamais revendiqué d'enlèvement d'étrangers jusque-là. Le très mystérieux chef de Boko Haram, qui est-il? Aboubakar Shekau. Il est le chef de cette soi-disant secte et il est l'un des djihadistes les plus recherchés d'Afrique. Et apparemment l'un des plus secrets. En juillet 2009, cette secte islamiste, encore une fois, lance une série d'attaques meurtrières dans le nord du Nigeria. Pendant 5 jours, les combats font rage, des centaines de personnes sont tuées, parmi elles Mohamed Youssouf, fondateur et chef spirituel du mouvement, abattu par la police dans son fief de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria. À l'époque, les forces de sécurité nigérianes annoncent aussi l'élimination de ce fameux Aboubakar Shekau, son bras droit. 1 an plus tard, il réapparaît mystérieusement, comme ça, en ressuscitant en juillet 2010, à la surprise générale dans une vidéo postée sur Internet. Il n'est donc pas mort, encore un mort-vivant. Il s'y proclame leader de Boko Haram et promet une lutte sans merci au gouvernement central. Depuis, il est l'un des djihadistes les plus recherchés d'Afrique. Tout juste, sait-on qu'il est né à Shekau, dans un village de l'état de Yobe, non loin du Niger. Nul ne connaît son âge exact, 35 ou 43 ans. Aboubakar grandit à Mafoni, un quartier défavorisé de Maiduguri. Il traîne dans la rue, fume de la marijuana, encore lui aussi un vendeur de cigarettes aussi. Comme beaucoup de jeunes du coin, il est fasciné par Mohamed Youssouf, avec qui il entre en contact au début des années 2000. Contrairement à son aîné, Shekau n'a pas reçu de véritable formation théologique. Décrit comme un individu brutal et peu prolixe, il ne parle pas l'anglais et s'exprime en kanouri, en haoussa et en arabe. Il est également introuvable depuis 3 ans. On signale sa présence tantôt au Nigeria, tantôt au Tchad ou dans le nord Cameroun. Ses apparitions se résument à de rares vidéos. Kéfié sur la tête, camis blanc des salafistes et Kalachnikov à portée de main. L'image qu'il veut donner rappelle d'un certain Oussama Ben Laden, encore des morts vivants, encore des personnes dont on ne connaît ni
leur position ni pour qui ils travaillent. Une secte comme Boko Haram a besoin d'un gourou, analyse Marc-Antoine Pérouse de Monclos, spécialiste du Nigeria. Malgré tous ces efforts, Sheko n'a ni le charisme de Youssouf, ni sa capacité à se faire respecter de tous. On nous dit un manque d'autorité qui expliquerait une partie des dissensions qui ont pris jour au sein de l'organisation. Voilà ce petit panorama rapide des organisations soi-disant salafistes et radicaux, et radicales du moins, qui s'évertuent à retenir des Français de par l'Afrique. À vous frères et sœurs Olfa et Mandjap, et je vous remercie pour votre attention. Yes. Merci mon frère, merci pour ces Pan-African News. Tu es vraiment le Black PPDA, celui qu'on attend le jeudi pour nous sortir les news panafricaines, les Pan-African News. On va enchaîner avec un petit son de Piltrock et Elsie Smooth, un petit son à l'ancienne. Là c'est Mandjap qui l'a sorti, je risque pas de me faire virer. C'est du rap américain, je prends pas de risque. Petit rap à l'ancienne, une petite dédicace à mon frère Kémy qui est malade, soigne-toi bien. Et ce petit rap, c'est pour toi. Si t'as ça, tu peux nous balancer le morceau. I reminisce for a spell, or shall I say think back 22 years ago to keep it on track. The birth of a child on the 8th of October, a toast, but my granddaddy came sober. Count all the fingers and the toes, now I suppose you hope the little black boy grows. 18 years younger than my mama, but I really got beaten cause the girl loved drama. In single parenthood, there I stood. By the time she was 21, had another one. This one's a girl, let's name her Pam. Same father as the first, but you don't give a damn. Irresponsible, plain not thinking. Papa said chill, but the brother keep winking. Till he won't down you or tear out your hide. On your side while the baby make a slide. But mama got wise to the game. The youngest of 5 kids, hun, here it is. After 10 years without no spouse, mama's getting married in the house. Listen, positive over negative, for the woman a master. Mother Queen's rise in the chapter. Deja vu, tell you what I'm gonna do when they reminisce over you, my God. I recall a man off the family tree. My right hand, Papa Jock, I see. Took me from a boy to a man, so I always had a father. When my biological didn't bother taking care of this, so who am I to bicker? Not a bad figure, but I'm clocking Pop's liver. But you can never say that his life is through. 5 kids at 21, believe he got a right to. Here we go while I check the team with the Portuguese lover at the age of 14. The same age, front page, no fuss, but I bet you all you know they live longer than us. Never been seen now, that's where you're wrong. But give the man a taste and he's gone. Nodding off sleep to a jazz tune. I can hear his head banging on the wall in the next room. I get the pillow and hope I don't wake him. For this man to cuss, hear it all in verbatim. Telling me how to raise my boy unless he's taking over. I said, Pop, maybe when you're older. We laughed all night about the hookers at the party. My old man standing yelling, good God Almighty. Use your condom, take sips of the brew. When they reminisce over you, for real. For real, baby. Like that. Reminisce so you never forget this. The days are way back, so many bear witness the fitness. Take the first letter out of each word in this joint. Listen close as I prove my point. D to the R-O-Y, how did you and I meet in front of Big Lou's fighting in the street? But only you saw what took
many times to see. I dedicate this to you for believing in me. Rain or shine, yes in any weather. My grandma Pam holds the family together. My Uncle Doc's the greatest, better get the latest. If we're talking about a car, Uncle Sterling got the latest. I strive to be live cause I got no choice. And run my own business like my Aunt Joyce. So Pete Rock hit me, enough respect due. When they reminisce over you, listen. It's a funky song. As I rock on, and that word is born. I'm not playing. Everybody, just pull it. This song is dedicated to the one and only. Never be another. He was my brother. Trouble T. Roy. It's like that, y'all. And it don't stop. Rock and roll smooth for 92. And we out. Later. Petit son de Pete Rock, donc demande Jap pour KS, bien sûr. Soigne-toi bien. Bonsoir auditeurs, auditrices. Ce soir sur Afro Insolent, géopolitique, donc le sujet que j'aborderai est la famine, donc le tourisme, excusez-moi, de la famine. Donc pourquoi le tourisme de la famine? Premièrement, lorsqu'on parle de tourisme de famine, on parle surtout d'organisations non gouvernementales, donc d'agences touristiques qui profitent du fait qu'il puisse exister des zones où règne la famine, la pauvreté en Afrique pour s'enrichir. On a déjà parlé des ONG, mais là on va parler vraiment de tout ce qui est famine, de la misère, etc. et comment justement les ONG ou d'autres organisations extérieures à l'Afrique ou même internes, puisque certaines s'installent sur place, parviennent à manipuler donc les gens et la population locale afin d'avoir la mainmise sur elle. Alors la famine certes existe, de nombreux Africains sont touchés par elle, ça c'est une réalité, mais on ne parle presque jamais des causes et même des solutions pour que cela cesse. Donc lorsqu'un être humain, par exemple, ne mange pas ou pas à sa faim, etc., c'est souvent donc qu'il se trouve dans des zones où le climat et l'environnement ne sont pas propices au bon développement et au fonctionnement de la nature. Donc les ONG déclarent qu'après, par exemple, l'Asie, c'est l'Afrique, donc qui est le continent le plus touché par la faim. Donc l'ONG, vous connaissez tous, Food and Agriculture Organization, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui est une organisation pas africaine, vous le comprendrez, donc dit que l'Afrique est la seule région du monde où le nombre d'affamés a augmenté, passant de 175 à 239 millions, dont près de 20 millions au cours des 4 dernières années, donc de personnes affamées. La prévalence de la faim, bien que réduite sur toute la période, a augmenté légèrement au cours des 3 dernières années, passant de 22,6 à 22,9%, soit presque un Africain sur 4 souffrant de la faim. En Afrique subsaharienne, les progrès modestes réalisés ces dernières années se sont inversés et donc la faim augmenterait. Alors même s'il y aurait des progrès, plus il y aurait des progrès apparemment, plus la faim persisterait. Alors bien entendu, vous imaginez bien que ça paraît un petit peu paradoxal. Il y a de plus en plus d'organisations humanitaires donc sur le continent, dans les pays, qui s'organisent pour que la faim n'existe plus, mais quand même, justement, elle ne cesse d'augmenter. Alors, par exemple, la sécheresse peut être aussi une des raisons qui causerait l'affaiblissement physique d'un peuple et donc qui empêcherait donc, comme je l'ai dit au préalable, la terre de pouvoir tout simplement être propice à un bon développement donc de l'agriculture. Mais certains préfèrent donc assimiler ça des fois à la famine tout simplement parce que ça rapporte mieux. Il y a aussi de nombreux gouvernements africains en général qui ne permettent pas non plus un développement de l'industrie agricole en Afrique. C'est une réalité, c'est quelque chose qui manque, ça se fait de plus en plus, mais ce n'est pas assez pour que les Africains puissent effectivement se nourrir davantage. C'est vrai qu'on met ça sur le compte de la misère, de la pauvreté, mais ce n'est pas que ça en fait. Ce n'est pas forcément une question d'argent, mais c'est une question aussi d'outils, de moyens afin que les personnes puissent se nourrir convenablement et sur le long terme, et surtout régulièrement. Donc du coup, les périodes de sécheresse
se transforme rapidement en famine. Et donc les personnes sont obligées du coup de migrer d'une zone à une autre, etc., de voyager afin de pouvoir trouver l'endroit où elles pourront tout simplement se nourrir mieux et donc pouvoir vivre tout simplement. Alors l'Afrique en deuxième partie, ce sera donc comme je l'ai dit un grand business, puisque le grand business c'est la misère et la famine apparemment. Donc l'Afrique est donc devenue la terre de la souffrance par excellence. Donc on lance des appels aux dons en exposant donc des images un peu pathétiques, vous les connaissez, d'enfants au ventre bombé, gonflés, très amaigris, etc. Donc qui aspirent la pitié des personnes à travers le monde. Donc soit automatiquement certains envoient des chèques, etc. Ou soit tout simplement des voyages sont organisés. J'en parlerai un petit peu plus tard. Donc les ONG se sont alors précipitées afin de sauver l'Afrique et les Africains, vous comprenez bien, préfèrent sauver donc les pauvres Africains plutôt que sauver leur population locale. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les chiffres transmis par les médias sont pour la plupart erronés, donc exagérés afin d'attirer un maximum de subventions. La plupart des organisations transmises comme des informations, transmises comme la pauvreté, la famine sont souvent relayées par des journalistes indépendants qui eux-mêmes se basent sur les versions et données transmises par les ONG. Donc, ce sont les ONG qui ont le monopole justement sur les chiffres, sur les informations données, sur les images à choisir. Voilà, ce sont de véritables, j'ai envie de dire, voilà, ce sont les médias en fait, les ONG, et c'est elles qui contrôlent et maîtrisent toutes ces informations-là qui visent tout simplement à nous, à attirer de la compassion chez nous et qui nous poussent donc à payer. Les reporters n'ont aussi pas plus de liberté dans leur mode de fonctionnement. Donc, ce sont les ONG qui transmettent donc leurs chiffres aux reporters, donc leurs images, leurs avis et leurs solutions aux problèmes causés par elles-mêmes, donc sur le terrain, puisque c'est les ONG qui récoltent tout l'argent et qui le gardent pour elles. On peut dire que chaque récit est revisité en avance par les organisations bien avant sa parution. Donc, personne ne vérifie les chiffres donnés et émis par les ONG. Il y a même un économiste de l'agriculture, donc somalien, du nom de Ahmed Jama, qui l'a remarqué. Et il dit les faits donc sont souvent exagérés, perpétuellement afin de récolter toujours plus de fonds pour l'Afrique, soi-disant. Alors, une grosse partie des dons récoltés par les ONG sont ensuite reversés aux milices, lorsque le pays est en temps de guerre, etc., afin qu'ils puissent donc laisser le champ libre aux convois humanitaires et autres organisations comme des agences touristiques, alors qui sont soi-disant organisées afin de montrer que dans le monde la misère existe, pour montrer en nature la souffrance des Africains. Alors, vous imaginez bien que ça peut être effectivement intéressant d'un côté, et puis ça peut apprendre à certains qui sont nés, comme on dit, avec une cuillère en argent dans la bouche, que effectivement tout le monde ne vit pas comme eux. Mais ce qui est bien entendu, c'est bien entendu totalement faux, puisque en réalité c'est un moyen de montrer aux personnes riches, donc elles ont une place privilégiée effectivement, et qu'elles ne sont pas prêtes donc de perdre cette image-là. Donc, ce qui est caractéristique en fait, c'est un véritable fossé donc entre les riches et les pauvres, donc ceux qui se nourrissent abondamment, vous connaissez la communauté, la population qui se nourrit le plus dans le monde, et ceux qui ne peuvent pas assez se nourrir. Donc voilà, c'est ce qui est exposé brutalement à des personnes, non pas pour qu'elles puissent changer, mais simplement pour qu'elles puissent vouloir rester un maximum dans ce pays-là et qu'elles puissent justement se contenter de ce qu'elles ont. Et donc les personnages, comme je l'ai dit, les plus riches le resteront, et bien entendu en constatant la misère, la famine et la pauvreté en Afrique. Voilà, qui n'est pas prête surtout de bouger, parce que c'est ce qui est important de montrer. Ce qu'on leur montre, c'est des scènes, des cas comme ça, qui sont pas forcément organisés, mais sur le fait, afin que justement les personnes puissent se rendre compte de l'Africain, voilà, assisté, qui aurait besoin du moins d'être assisté. Et c'est pour ça que ces personnes-là sont amenées à payer. Alors aussi, on a d'autres témoignages, comme ceux de Kennedy ODD, donc un président d'une association qui apporte donc une éducation sur la santé, l'économie, etc. pour les habitants de Kibera, donc qui s'appelle Shining Hope for Communities, donc nous le prouve. Alors il rapporte en fait qu'il a assisté à plusieurs scènes choquantes. Donc quel type de scènes? Par exemple des touristes qui viennent
américaines, apparemment par aussi des organisations touristiques, des agences touristiques qui donc partent des États-Unis et qui vont vers l'Afrique. Et donc où les touristes donc sont autorisés à passer dans pas mal de quartiers. Donc on arrête le camion qui transporte les touristes et ensuite les touristes peuvent aller voir dans un village comme ça, rentrer dans l'intimité des personnes qui y vivent afin de constater tout simplement dans quelle pauvreté ils puissent vivre. Alors par exemple, il parle d'un quartier donc où les gens vivent dans des bidonvilles et donc les touristes y rentrent sans frapper. Ont la possibilité et l'autorisation, donc pas par les personnes qui habitent dans ces bidonvilles-là, mais par les agences touristiques, de prendre en photo, par exemple, une petite Africaine qui aurait 8 ans et qui ferait la vaisselle. Donc apparemment, c'est quelque chose que pour eux qui est fort choquant. Et donc, du coup, c'est une scène à photographier afin de montrer qu'effectivement, même les enfants là-bas sont martyrisés. Même les enfants là-bas doivent faire la vaisselle à 8 ans. C'est quelque chose apparemment qui les choque. Alors, il y a d'autres scènes aussi qui se permettent aussi d'autres scènes qui se permettent de voler, parce que c'est voler vraiment l'intimité des personnes. Alors, le monsieur ODD dit que il a vu un de ses amis, donc effectivement, donc conduire son petit camion encore une fois, et amener donc un groupe de touristes pour voir une femme en train d'accoucher. Donc ça a été un peu, comme j'ai envie de dire, l'événement du coin, du quartier, et donc il s'est précipité d'emmener lui-même, donc un Africain qui vivait sur place, d'emmener des touristes, donc américains, afin de voir une femme africaine en train d'accoucher. Donc 10 à 30 personnes dans cette même pièce-là, la femme qui est en train de crier parce qu'elle a mal, parce qu'elle souffre, et parce qu'elle n'a pas assez de soins médicaux pour pouvoir prendre soin d'elle, mais donc il fallait que les touristes américains voient une femme noire, africaine, pauvre, en train d'accoucher. Apparemment, c'est un événement à ne pas rater. C'est un événement, les femmes accouchent partout dans le monde, mais lorsque c'est une femme africaine, c'est encore plus fort. Donc il faut prendre des photos et justement marquer cet événement à jamais. Vous imaginez bien que c'est quelque chose qui me met hors de moi, mais bon, passons outre. Il y a aussi une autre scène aussi qui m'a choquée, que j'ai voulu partager avec vous. C'est la scène où donc 2 journalistes qui donc sont venus sur place encore une fois pour témoigner de la pauvreté en Afrique, qui ne sont pas africaines comme d'habitude, j'ai envie de dire, qui donc se sont mises à filmer un homme en train de déféquer dans la rue. Donc ça aussi, c'est une scène qu'elles ont voulu donc filmer, garder donc précieusement en cassette afin de le montrer donc dans un reportage sur la misère en Afrique. Donc vous voyez un peu jusqu'où ça va et jusqu'où justement les organisations, tout ce qui est organisation et tout ce qui est agence touristique, etc. vont pour pouvoir se faire un peu plus d'argent et surtout maintenir la population locale dans l'état dans lequel elle est. Donc il faut bien comprendre qu'elles ne sont pas là pour nous aider, mais surtout pour nous stigmatiser. Alors ce sont de gros clichés, bien sûr, qui sont censés, soi-disant, aider les Américains à réaliser donc leur chance d'être dans un super pays riche. Et donc c'est surtout pour montrer effectivement que eux sont supérieurs et que les Africains seraient inférieurs à eux. C'est ce que j'ai remarqué et c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce que j'ai lu et surtout en visionnant ces scènes qui sont censées être plus que mémorables pour eux, puisque apparemment c'était intéressant de pouvoir entrer dans l'intimité des gens et marquer ces moments, graver ces moments à jamais, donc soit en photo ou soit en vidéo. Bien entendu, alors plus il y a de donateurs, en conclusion je dirais ça, c'est que plus il y a de donateurs, donc plus les dons augmentent, vous comprenez bien. Par exemple, et moins le pays donc avance, parce que ça c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de donateurs, les dons augmentent, mais le pays justement régresse. Ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc il faut vraiment faire attention à qui nous donnons notre argent et à qui nous faisons confiance sur place. Ce qui paraît ahurissant, ça paraît forcément ahurissant, mais on ne pousse pas les organisations, justement les sociétés, à évoluer, les sociétés locales. Justement, il y a des choses à développer sur place, comme justement l'industrie de l'agriculture qui rapporterait. Par exemple, au Kenya, il y a plus de 6000 ONG locales et internationales. Vous vous rendez compte, donc plus de 6000 ONG qui veulent, soi-disant la même chose, aider le pays à évoluer, qui se font un paquet de fric, mais c'est plus de riches qui profitent, et pourtant, ces ONG-là rapportent ce rapport. Donc,
1 milliard de dollars à l'économie du pays. 1 milliard de dollars, vous vous rendez compte? Mais ce milliard de dollars-là, il n'est pas constaté ni par les personnes qui sont censées être aidées, et ni pour le reste de l'Afrique, tout simplement. Donc les aides ont pour seul et unique but de s'emparer de la souveraineté d'un pays. Il faut bien comprendre, donc d'avoir la main mise sur lui et de surtout l'empêcher d'évoluer pour se rapporter encore plus d'argent. Donc le gouvernement est corrompu, ça c'est une réalité, on ne va pas se mentir. Les ONG locales aussi, donc pas toutes, il y en a qui sont aussi, qui ont pour but de faire évoluer leur pays, et en général les ONG locales, on parle de celles qui sont justement tenues par des Africains sur place. Les habitants sont habitués aussi à se comporter comme des victimes, c'est une réalité, c'est comme ça qu'on les formate souvent. On leur dit que plus ils se comporteront comme des victimes et plus ils auront de l'argent, et sauf que c'est faux, c'est totalement faux. Et le tour est joué. Voilà aussi le plan donc de ces organisations-là qui jouent surtout sur la famine et sur l'affaiblissement physique d'une communauté, d'une population, afin de s'en emparer. Donc on ne demande plus d'aide du coup aux chefs d'État, mais aux organisations extérieures. Et c'est comme ça que les gens sont manipulés. C'est-à-dire qu'à notre chef d'État qui est sur place, qui ne fait rien pour nous, qui n'a pas d'organisation locale afin de faire évoluer le pays, on ne lui parle plus. Donc on fait confiance à l'étranger et on lui demande de venir sur place nous aider. Et c'est encore ça, cette posture de victime qu'on réfute ici à Afro-Insolent. Il faut que les gens prennent conscience que les organisations extérieures qui viennent pour soi-disant aider un pays ne sont pas bonnes pour nous. Donc le résultat, c'est que l'Africain ne peut plus s'en sortir seul. Le gouvernement même du pays n'est plus considéré et détesté, même si les gouvernements locaux, on connaît qu'il y en a beaucoup, sont corrompus, mais c'est une réalité. On ne fait plus appel aux nôtres, on fait appel aux autres. Les gouvernements donc sont aussi soudoyés, c'est une réalité, certains qui sont soudoyés par les ONG afin de les laisser rentrer sur place et donc se faire un maximum d'argent. Et les ONG, donc c'est elles qui gouvernent donc de façon opulente les pays et leurs économies. Voilà, c'était tout pour moi. Donc je vous dirais une dernière phrase, c'est à vous de choisir si vous souhaitez être des victimes à vie ou non. Voilà, donc je pense qu'on va passer un petit son. Ouais, on va passer un petit son, effectivement. À nous de choisir si on veut être des victimes à vie ou si on veut prendre notre destinée ou notre destin d'homme et de femme entre nos putains de mains d'Africains. Ouais, effectivement. Non, il me semble qu'il n'y a plus de son à passer, hein, Sabrina. On a plutôt une chronique à passer. À moins que je me trompe, on a passé les deux sons qui étaient prévus au programme. Oui, voilà, les deux sons prévus au programme ont déjà été passés. Par contre, je vous propose de mettre la chronique de Pierrot sur la croissance africaine. Parfait, parfait. On est parti pour ça. Je pense qu'après cette chronique d'Olpha, c'est bien d'avoir la réalité des faits, des chiffres aussi, et la potentialité qu'on a et l'or sur lequel on est assis qu'on pourrait transformer en lingots. C'est parti, Sabrina. Yes. Ici Piero San Giorgio pour Afro-Insolent. Aujourd'hui, une petite chronique sur l'économie africaine. Alors, une fois n'est pas coutume, et parce que je suis paresseux, je vais vous faire une chronique qui reprend la chronique de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire d'un journaliste du magazine anglo-américain The Economist, qui est un magazine typiquement de l'Empire, c'est-à-dire c'est un magazine très libéral, très pro-anglo-saxon, qui se veut le promoteur du libéralisme. Donc il faut toujours être très attentif à ce qu'il raconte. En tout cas, moi je suis abonné parce que c'est toujours très très intéressant de savoir ce que pense et ce que communique l'Empire. L'immense majorité du temps, c'est terrible, mais parfois c'est très intéressant et ça montre ce qu'ils pensent et ce vers quoi ils tendent. Et c'est dans le numéro du 2 à 8 mars, il y avait toute une rubrique, un cahier sur l'Afrique. Et donc je lis bien sûr chaque fois. Et donc ce cahier était très intéressant parce qu'il faut imaginer qu'il y a 12 ans, des journalistes, comme par exemple le journaliste américain Robert Kaplan, avait écrit un livre qui disait que l'Afrique, le continent africain, allait s'enfoncer dans la violence, dans une orgie de violence et de décroissance économique terrible, et que ça allait être le chaos
et on sentait même à la limite un certain fond, à la limite de racisme, comme quoi les Africains n'auraient jamais pu faire autre chose que de se battre, de se violer les uns les autres, etc., etc., comme si c'était lié à leur nature. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit 13 ans plus tard? On voit un cahier économique qui est extrêmement positif, extrêmement à faire des louanges sur le développement, non seulement économique, mais aussi social de l'Afrique. Alors c'est très intéressant, alors je prends ce cahier. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le journaliste, pour une fois, il semble avoir fait son travail, c'est-à-dire il n'est pas resté assis dans son bureau à simplement regarder des reports sur Internet. Il a visiblement voyagé en Afrique. Il semblerait qu'il est parti de Dakar, au Sénégal. Il a roulé il a fait une route à toute la côte jusqu'au Nigeria, en passant par la Guinée, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire. Donc il a traversé des pays qui ont eu des problèmes ces dernières années, ces dernières décennies, Ghana, Bénin, Togo, et puis du Nigeria, il est remonté à travers le Niger, l'Algérie, jusqu'à Tripoli en Libye, puis de là, il a pris la route côtière jusqu'au Caire, et de là, il est redescendu la route du Nil, donc à travers le Soudan, l'Éthiopie, et puis le Kenya, la Tanzanie, le Malawi, la Zambie, Harare au Zimbabwe, le Botswana, et puis pour terminer en Afrique du Sud, Johannesburg, Cape Town. Et donc, il a dû voir les choses sur le terrain. Et qu'est-ce qu'on voit alors? Au-delà des chiffres économiques qui sont extraordinaires, c'est vrai que on voit aujourd'hui en Afrique, par exemple, ça va, je sais pas, du Cap-Vert, 5,9% de croissance, Ghana 7,2, Nigeria 7,5, c'est gigantesque pour une économie aussi grande que le Nigeria, Libéria 3,1, Sierra Leone 7,3 de croissance, Éthiopie 8,9% de croissance, Kenya 4,6, Ouganda 7, Tanzanie 6,9. Je vous rappelle que dans le reste du monde, il n'y a que la Chine, pas l'Asie, pour faire des chiffres de cette taille-là. L'Europe est à 0, les États-Unis, ils magouillent les chiffres, mais en gros, ils sont à 0. C'est vraiment extraordinaire de voir qu'il y a effectivement une croissance économique. Mais surtout, il montre que malgré le fait que les investissements en Afrique restent relativement faibles, ils sont pas excessivement hauts, eh bien, il montre que l'économie non seulement progresse de manière gigantesque, et c'est ce que j'avais dit, et je vous avais fait une chronique par rapport à ma visite récente au Kenya, ce n'est pas simplement que de l'extraction de matières premières du sol, ce serait trop facile. Non, non, il y a aussi du commerce intérieur, il y a aussi du tourisme intérieur, c'est-à-dire qu'on voit des Africains qui commencent à bien gagner leur vie, qui vont en vacances et en tourisme visiter d'autres pays africains. Il relate l'exemple de beaucoup de tourisme donc africain qui va en Afrique du Sud. Et ça c'est vraiment intéressant. Il relate le commerce. Il relate finalement que dans beaucoup de pays, alors pas partout malheureusement, il y a une sorte de tendance à aller vers une certaine démocratie, mais en tout cas, surtout d'enlever les grands hommes, entre guillemets, je mets grands hommes parce qu'ils sont, je sais pas s'ils sont vraiment grands au sens moral, mais enfin ces sortes de présidents dictateurs à vie, ils commencent à être déboulonnés les uns après les autres. Alors moi je crois que c'est parce que c'est le système impérial qui veut mettre une sorte de démocratie qui est beaucoup plus facile finalement à gérer qu'une vraie dictature, parce que la vraie dictature, on sait qu'on est dans une dictature, alors que dans une démocratie, de la manière dont on la conçoit, en tout cas en Occident de plus en plus, enfin que les oligarches au pouvoir la conçoivent, eh bien c'est qu'on donne l'impression qu'on est une démocratie. Effectivement, il y a du changement, effectivement, il y a une sorte d'alternance politique, mais en réalité, ce sont toujours les mêmes qui tirent les mêmes ficelles et qui reçoivent les mêmes avantages. Mais enfin, c'est une tendance qui en fait se remarque dans la plupart des pays et que c'est en train effectivement d'apporter des changements, en tout cas au-delà de la cosmétique, réelle pour l'instant. Alors c'est possible qu'à long terme ce soit la même arnaque qui a eu lieu aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Europe, mais pour l'instant c'est peut-être une arnaque qui marche et qui donne des bons résultats, parce que ce système ne peut fonctionner qu'avec une certaine richesse des peuples. Alors, donc c'est à profiter tant qu'on peut, tout en restant évidemment éveillé, en étant attentif à ce qui se passe et en n'étant pas dupe, mais en tout cas de profiter quand l'Empire nous envoie des choses avantageuses, il faut savoir les saisir, à mon avis.
Il montre aussi cet article et ce long article, je vous conseille, vous pouvez l'obtenir en ligne sur le site, je pense, de The Economist. Alors je ne sais pas si c'est payant, en tout cas c'est en anglais. Si vous parlez l'anglais, si vous comprenez l'anglais, vous pouvez. Je vous encourage à l'attraper, c'est vraiment très intéressant. Il montre aussi que il y a un tarissement des guerres, des conflits, et ça c'est possible. Alors on a beaucoup parlé du Mali, mais en fait c'est vrai que quand on regarde le nombre de pays qui ont été en guerre ces 20 dernières années, ils ont été considérablement réduits. Et donc il y a moins de conflits, il y a moins de violence. Alors malheureusement, il reste encore des endroits avec beaucoup de problèmes, notamment dans l'est du Congo RDC. Et malgré tout, il y a beaucoup de pays où finalement les populations se sont mises plutôt à faire du commerce, à travailler, à construire l'avenir plutôt que se battre entre elles. Alors on peut imaginer, il ne faut pas être dupe, c'est pas tout d'un coup qu'ils ont eu l'illumination divine de se dire on arrête de se battre. C'est que clairement l'empire, surtout l'empire américain si on veut, s'est mis en place pour faire une exploitation plus efficace. C'est vrai que lorsque tout le monde crève la faim et se tue les uns les autres, on peut moins sortir les ressources que quand tout le monde travaille dans le même sens. Et si ça coûte un petit peu plus cher, certes, mais il vaut mieux avoir une tranche un petit peu plus petite d'un très grand gâteau plutôt qu'une grosse tranche d'un gâteau impossible à exploiter, si vous voyez ce que je veux dire comme image. Et donc, c'est vraiment un article qui m'a impressionné, qui corrobore ce que j'ai pu voir moi-même de mes yeux lors de mon dernier voyage. Bon, c'était au Kenya, c'est sûr, mais c'est clair que ça montre que l'Afrique, dans son ensemble, est un continent où il y a beaucoup d'investissements, où il y a de la croissance économique, et qu'encore une fois, c'est pas chez nous, c'est pas en Europe que ça se passe, que c'est là-bas. Donc vraiment, j'ai voulu relater ce petit article. Donc une fois n'est pas coutume, je fais de la pub pour The Economist, mais quand c'est bien fait, c'est bien fait. Alors ensuite, évidemment, voyez pourquoi ça a été fait. C'est que clairement aujourd'hui, les oligarches au pouvoir dans le monde, ils se rendent bien compte que le futur de leurs revenus financiers, il va venir de là où il y a de la croissance, et donc pas d'Europe, pas des États-Unis, et ils positionnent leurs billes sur des nouveaux continents, sur l'Afrique. Mais après tout, si ça peut servir d'une part les Africains, mais aussi tous les gens qui veulent quitter ces économies moribondes européennes et américaines pour aller saisir leur chance et leur opportunité en Afrique, pourquoi pas, tout en restant, comme je l'ai dit, éveillé et attentif, n'en étant pas dupe. Ça peut être tout de même le continent d'avenir où il va y encore avoir de la croissance et certainement pas l'effondrement que nous sommes en train de vivre ici. Et pour terminer, je relate une petite anecdote que relate ce journaliste qui était assez cocasse, qui m'a fait sourire. Il relate un groupe de jeunes au Sénégal assis sur la corniche autour d'une table et autour d'un iPad qui lisent des informations sur une des nombreuses guerres européennes, en l'occurrence c'était en Moldavie, en train de lire ces récits de famine, de violence, de viols qui existent dans cette partie des Balkans et qui sont dépités et avec beaucoup de compassion. Et finalement, le journaliste relate ceci à la manière dont nous pouvions lire les informations sur l'Afrique il y a encore quelques années, où chaque fois que les journalistes parlaient de l'Afrique, il s'agissait de violence, de guerre, de viols. On sait que c'est pas totalement terminé, malheureusement, mais enfin, c'est cocasse de voir que peut-être dans quelques années, c'est l'Afrique qui regardera et qui peut-être viendra à l'aide d'une Europe en guerre, en conflit, en chaos économique. Et enfin, si cela malheureusement devait arriver, et vous savez que c'est ce que je pense, c'est vrai que j'espère qu'un jour les Africains, ils ont leur croissance économique très forte, peut-être viendront nous aider, nous en Europe, fraternellement, entre hommes libres. En tout cas, je l'espère. Voilà. C'était pour Afro Insolent, Piero San Giorgio. À très bientôt. Yes, super chronique de Piero San Giorgio, comme il s'est nommé. Super chronique, bien sûr. Après, donc, ma chronique sur le tourisme de la famille et donc ses dégâts. Juste après, on voit que effectivement tout n'est pas perdu et qu'il y a encore de l'espoir pour notre communauté, bien entendu, et que l'Afrique est en train de grimper et non pas en train de régresser. Donc, soyez toujours connectés avec nous et ayez tout simplement, j'ai envie de dire, le courage d'aller sur le continent pour pouvoir aider à son bon fonctionnement.
Alors, je crois qu'on est en train de se quitter, puisque toutes les chroniques sont déjà passées. Est-ce que les frères, vous êtes là? On va devoir dire au revoir aux auditeurs et aux auditrices. Je ne vous entends pas. Manjap? Non, Manjap n'est pas là. Moi, je suis là, il n'y a pas de problème. Manjap n'est pas là. Non, il n'y a pas de souci, je suis là. Oui, pour réagir... J'ai entendu un petit blanc, là, j'ai eu peur. Non, on est là, t'inquiète, t'es pas seul. Ouais, non. Après, pour réagir par rapport, rapidement, en guise de conclusion, pour réagir par rapport à ce que Piero San Giorgio vient de dire, oui, je crois que maintenant, on nous dit souvent que la mère de la pédagogie, c'est la répétition. Je pense qu'on l'a déjà assez fait chez Afro Insolent et qu'on continuera bien évidemment à le faire parce que la tête du nègre est dure. Donc il faut répéter les choses beaucoup de fois pour qu'ils comprennent. Donc on va s'évertuer à le répéter, à le dire encore et encore et encore. Malgré le paradigme que vous êtes mis dans le crâne, malgré la réalité que vous vous êtes fait de la perception de l'Afrique. L'Afrique est l'avenir, non seulement du noir bien évidemment, mais il est l'avenir de cette putain d'humanité. Pour la simple et bonne raison qu'il contient 80% des richesses mondiales et que cette planète, pour fonctionner comme il doit fonctionner de manière entre guillemets moderne, ou même de manière ancienne ou antique, parce que c'est le cas depuis longtemps, cette planète a besoin du noir, cette planète a besoin de l'Afrique. Et nous en avons besoin. Preuve comme quoi il nous faut absolument faire ce qu'on prétend, nous retourner vers le continent, être cohérent, professer des choses c'est une bonne chose, mais être cohérent et faire les choses qu'on prodigue, ça c'est une autre chose. Donc on est en train de le faire, Piero San Giorgio et tout autre occidental qui nous exhorte à rentrer chez nous, vous inquiétez pas, on rentre chez nous, vous inquiétez pas, on sait très bien ce qui nous appartient, vous inquiétez pas, on connaît très bien la puissance de notre continent, et on compte en tirer profit de manière modeste mais efficace. Et dans un second temps, pour répondre à son aide, à cette inversion qui risque de se passer où on serait en mesure d'aider l'Occident alors qu'aujourd'hui c'est elle qui nous aide, oui, on montrera nous aussi des OCDE, on montrera nous aussi des ONG, on viendra leur proposer des piqûres et des stérilisations, Non, je rigole, on vous aidera. On vous aidera. Quelle générosité, Sora, vraiment. C'est touchant. On vous enverra des sacs de riz avec notre couche-nerf local. On prendra des pâtes. On prendra un bon béninois qui viendra leur envoyer des gnocchis et lors de nos cours, on apprendra à nos enfants à quel point le blanc et indigent est capable de rien et qu'ils ont vraiment besoin de nous pour grandir et s'élever. Voilà, on les aidera, il n'y a pas de souci. Manjap, je te passe le mic et on conclut cette émission. Ah, toujours le bon mot, toujours le verbe haut, toujours le bon mot pour le black de PDA. Oui, comme tu l'as dit, pour rebondir, c'est vrai sur la chronique de Piero, on le sait et il nous le rappelle tout le temps. Le journaliste qui a fait pareil cette chronique, qui a aidé Piero à faire cette chronique parce qu'il a repris la chronique d'un journaliste. Il nous montre que voilà, eux les blancs ont pris conscience, nous les afro-émancipés, les 5%, on en a déjà pris conscience, on veut dire relevez les manches, reprenez les rênes de votre continent. C'est ce qu'on fait toute la semaine dans la radio Insolence, dans la radio Afro Insolence, c'est ce qu'on prône, que ce soit le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi avec nous, le vendredi, le samedi, le dimanche, c'est ce qu'on prône, le panafricanisme de construction, l'autodétermination, l'anti-victimisation, bien sûr, et la virilité intellectuelle. Il faut reprendre les rênes de notre continent. On ne vous le répétera jamais assez. Et mon frère Sura disait que on allait leur envoyer, voilà, parce que lui, Sura, c'est quelqu'un qui a du cœur. On allait leur envoyer des sachets de riz et tout ça. Moi, je dis que oui, on va leur envoyer des sachets de riz avec une graine de riz dedans. Une seule petite graine de riz à se partager entre tous les gens de Coca. Non, je plaisante. Le descendant et le bâtisseur, il s'est déjà déplacé pour donner la civilisation à toutes les populations dans le monde entier et donc aux Occidentaux et aux Caucasiens. On continuera à le faire quand on sera un continent fort fort militairement, fort culturellement et fort spirituellement.
C'est ça qu'on fait, voilà. C'est pour ça que Kémy a créé cette radio. Au tête, mon frère, Kémy qui nous écoute et qui va nous chicoter si on raconte des conneries. Mais voilà, frères et sœurs, si vous êtes connectés, si vous prenez de votre temps toute la semaine, si vous prenez de votre temps le jeudi, même si on sait que c'est pas facile de nous écouter en direct, même si vous prenez de votre temps quand vous nous écoutez en podcast, le simple fait que vous vous connectez pour écouter les afro-émancipés toute la semaine dans cette radio, c'est déjà un pas qui va vous ramener vers votre continent, c'est déjà un pas qui va vous ramener vers l'élévation de votre peuple, et c'est déjà un pas qui va vous emmener vers la reprise de votre destinée. Les frères et sœurs, on clôture le Afro-Insolent Radio de ce soir. C'était Kémy, un peu malade, à qui on souhaite de bien se soigner. Soura, Black PPDA et ses Pan-African News. On souhaite Cléopatra, la divine, qui nous a fait sa chronique sur la famine. Et Manjat Nyobe, El Loco, le condamné au panafricanisme à perpétuité, qui vous dit au revoir avec Sabrina la Madre aux manettes. Eh ben, les frères et sœurs, vous pouvez reprendre une vie normale jusqu'à demain pour Afro-Insolent, cinéma et audiovisuel. Frères et sœurs, reprenez une vie normale. Ciao les afros, hôtel, salam, bonsoir. Générique Sista. Afro-Insolent, 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 je reste insolent, nombre ou en solo. Comme la mort sur la vie, j'aurai toujours le dernier mot. Si tu me dis oui, je te dirai non avec le sourire. Si tu veux que je baisse les yeux, tu peux toujours courir, plutôt mourir de ma dignité. Les vautours pourront se nourrir. J'ai l'assurance de Malcolm, le charisme de Khalid, la persuasion de Kémy, ceux qui le savent le valident. Je te regarde droit dans les yeux si tu le fais de travers. Toujours prêt pour un bras de fer, j'ai déjà mon coude sur la table. Une chose à ne pas faire, douter de ce dont je suis capable. Je suis le seul parmi des milliards. Je suis